Sur le plateau du Larzac, le vent balaie une étendue de calcaire gris qui semble immuable depuis des millénaires. Pourtant, sous cette immobilité apparente, se cache une anomalie géologique et humaine que la plupart des cartes ignorent. La France compte des milliers de sites archéologiques répertoriés. La grande majorité n'offre que des fragments banals de poterie ou des fondations à raser. Mais certains lieux échappent à la norme. Il existe une vallée immergée dans le centre de la France où les vestiges d'un village médiéval complet refont surface uniquement lorsque le niveau d'un barrage hydroélectrique baisse en hiver. Il existe, enfouis sous les ronces d'une forêt domaniale, les restes d'ateliers de taille du silex exploités par deux groupes de chasseurs du néolithique qui ne se croisent nulle part ailleurs dans les archives de la Terre. Et il existe, sur les hauteurs désolées du Massif central, un alignement mégalithique de granit noir, dont les fondations ont été posées près de 7 siècles, avant que les premières pierres des alignements de Karnak ne soient dressées. Restez jusqu'au bout, car ce premier complexe est le site antique le plus sous-estimé d'Europe occidentale. Dans les années 1950, l'expansion industrielle et les besoins en énergie de la France d'après-guerre ont conduit à la création de retenues d'eau artificielles, submergeant des vallées entières. Pendant les 2 tiers de l'année, ces réservoirs affichent complet, masquant les secrets du sol. Mais lorsque le niveau baisse pour les opérations de maintenance ou lors des sécheresses estivales, le lit de sédiments réapparaît. Ce qui émerge alors du limon est une réalité que les ingénieurs des ponts et chaussées n'avaient pas la moindre intention de sceller. Ce site particulier est resté tapi dans l'ombre pendant plus de 13 000 ans. Le site de la cuvette d'un ancien lac glaciaire, aujourd'hui sous l'emprise d'un lac de barrage du Massif central, a révélé ses premiers indices lorsqu'un agriculteur local a remarqué des formes inhabituelles érodées par le ressac sur les berges asséchées. Ce qu'il observait, ce n'étaient pas des ossements de bétail contemporains. Les empreintes de pas d'un mammouth laineux, enfoncées dans la boue plastique il y a exactement 13 300 ans, avaient été fossilisées et préservées sous la masse d'eau moderne. Aux côtés de ces traces de mégafaune se trouvaient les restes squelettiques de chevaux sauvages et de camélidés européens primitifs. Des espèces qui se sont éteintes sur le continent à la fin du Pléistocène. Les analyses sédimentaires et tracéologiques ont confirmé que ce périmètre abrite la seule preuve vérifiée en Europe d'une traque et d'un dépaissage systématique de cette faune par des groupes humains paléolithiques à cet endroit précis. Ces animaux ne sont pas morts de cause naturelle. Ils ont été rabattus, abattus et traités par des chasseurs-cueilleurs dont l'identité culturelle exacte divise encore la communauté scientifique. La chronologie situe leur passage juste avant la transition du Drias récent, ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages d'occupation humaine structurée dans cette partie de la France montagneuse. Aujourd'hui, l'existence même du site est soumise au bon vouloir des vannes du barrage. Il émerge à la fin de l'été, subit l'érosion accélérée du gel et du vent, puis sombre à nouveau sous des millions de mètres cubes d'eau au printemps. Chaque cycle hydrologique emporte une fraction de ces données irremplaçables, et aucune modification de l'exploitation du réservoir n'est programmée. Le gisement s'efface lentement sous les eaux, tandis que d'autres structures, situées bien plus haut sur les reliefs, défient le temps en restant totalement exposées aux éléments. À l'est de la faille de Limagne, là où la topographie culmine et offre une visibilité parfaite sur des kilomètres à la ronde, le sommet d'une colline basaltique abrite 2 blocs massifs de quartz filonien. Chaque bloc porte un réseau complexe de rainures gravées dans la roche, représentant la cage thoracique, la colonne vertébrale et la silhouette dorsale d'un grand bovidé sauvage. Ces gravures rupestres, uniques en leur genre dans la région, n'ont jamais été déplacées depuis leur exécution, bien avant l'époque romaine. Les chasseurs de l'âge du bronze y déposaient des offrandes rituelles avant les battues, un geste de dévotion dont les traces physiques traversent les âges. Mais ces blocs portent également des perforations circulaires régulières qui fragmentent l'opinion des archéologues. Pour certains, ces cupulces symbolisent les impacts des flèches, un registre visuel des succès cinégétiques. Pour d'autres, elles sont liées à la chute d'une météorite de fer documentée dans la région à la même époque.
une tentative délibérée de reproduire la texture d'un objet céleste sacré sur la pierre. Alors que le débat reste ouvert sur la signification de ces marques, une autre énigme surgit dans une vallée voisine, celle d'une communauté venue de plusieurs centaines de kilomètres pour implanter, au cœur de la Gaule proto-historique, une architecture défensive totalement étrangère aux traditions locales, jetant les bases d'un piège stratégique dont l'issue reste scellée dans la terre. Au milieu du XVIIIe siècle, alors que la France rurale est solidement cartographiée et soumise aux structures seigneuriales, un groupe d'individus s'installe dans la vallée de la Haute-Loire et y bâtit un complexe totalement inédit pour la région, une structure qui ne sera plus jamais reproduite. Rompant avec l'habitat traditionnel en pierre ou en pisé de l'époque, ces hommes creusent partiellement le sol pour y ériger des habitations semi-enterrées faites de rondins de bois et de torchis, coiffées de lourdes charpentes, recouvertes de mottes de gazon. Pour protéger cet îlot d'habitation, ils ceignent l'ensemble d'une palissade défensive massive et d'un fossé périphérique abrupt. Le résultat final tranche radicalement avec les villages de paysans de la plaine environnante. Cette architecture s'apparente point par point aux structures fortifiées des confins de l'Europe centrale et septentrionale, situées à des milliers de kilomètres de là. Le site fortifié, aujourd'hui préservé au cœur d'une zone archéologique protégée, remonte à la fin de la période de transition précédant les grands bouleversements industriels. Bien que ces bâtisseurs n'aient pas laissé de chroniques écrites directes, les fouilles ont révélé qu'ils entretenaient des réseaux commerciaux à longue distance, puisque des objets manufacturés lointains ont été découverts aux côtés de poteries locales et d'outils en silex typiques d'une culture exogène. Les spécialistes estiment que les concepteurs de ce bastion étaient probablement des migrants issus de communautés d'artisans d'Europe de l'Est ayant fui des conflits territoriaux majeurs, important avec eux leur technique de fortification. Les raisons exactes de leur migration et de leur implantation fortifiée restent mystérieuses. Les tensions locales entre les seigneuries de la plaine et les communautés pastorales des hauteurs étaient alors en pleine expansion, ce qui pourrait expliquer ce besoin viscéral de retranchement, ou peut-être s'agissait-il d'une enclave d'exilés politiques oubliés par l'histoire officielle. Le village a fini par être brusquement abandonné, sans qu'aucune trace de siège ou d'incendie ne vienne expliquer ce départ. Les campagnes de fouilles menées par l'université locale permettent aujourd'hui de déambuler au milieu de ces empreintes géométriques concaves, témoignage d'une communauté qui n'appartenait en rien à ce paysage et dont la trajectoire échappe encore aux logiques historiques. Tandis que ce village fortifié représente une anomalie d'habitat isolé, un autre point du territoire national démontre qu'à une époque bien plus reculée, une simple éminence rocheuse a servi de plaque tournante logistique pour l'ensemble des populations de l'âge de la pierre dans la moitié nord de la France. Au nord de l'actuel bassin parisien, sur les rebords d'un plateau dominant des vallées fluviales, se trouve une carrière préhistorique qui a été exploitée de manière intensive pendant plus de 4000 ans. Le matériau extrait ici était une variété extrêmement rare et recherchée de silex blond tertiaire, réputé pour sa finesse et sa résistance exceptionnelle lors de la taille. De l'an 9800 avant notre ère jusqu'aux alentours de l'an 5500 avant notre ère, les populations nomades convergeaient vers cette exploitation à ciel ouvert pour y débiter des nucléus, façonner des pointes de flèches, des lames acérées et des grattoirs dans le meilleur matériau disponible à des lieues à la ronde. Ce qui surprend les chercheurs contemporains, c'est la localisation de cette minière des ancêtres. Cette région de plateau forestier a longtemps été considérée par les historiens comme un désert biogéographique peuplé d'amas sauvages et d'occupations éparses. Les vestiges collectés sur place, ainsi que la dispersion des outils en silex blond sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, prouvent exactement le contraire. Ce secteur géographique constituait l'un des espaces les plus densément anthropisés et exploités de la préhistoire européenne pendant plusieurs millénaires. Les produits finis issus de cette unique carrière de sommets de collines se sont retrouvés dans des campements de base et des sites d'abattage dispersés à travers un territoire aujourd'hui
profondément transformés par l'agriculture intensive et les infrastructures autoroutières. L'extraction sur le site s'est arrêtée brutalement il y a environ 7500 ans, sans qu'aucun épuisement de la veine géologique ne soit constaté. Une grande partie des galeries et des fosses d'extraction primitive gît désormais sous des remblais industriels et des réseaux de transport modernes. Les infrastructures contemporaines n'ont pas effacé ce réseau d'échange préhistorique, elles l'ont simplement scellé sous des couches successives de béton. Mais l'industrie n'est pas le seul facteur d'effacement du patrimoine invisible. Plus à l'ouest, un autre site majeur a subi une oblitération d'une toute autre nature, causée non par le développement industriel, mais par l'aménagement d'un espace de loisirs bourgeois au début du XXe siècle. En 1913, un préhistorien régional arpentait les rives d'un cours d'eau serpentant au cœur d'une des grandes forêts domaniales d'Île-de-France, lorsqu'il repéra 14 dépressions circulaires régulières dans le sol forestier, mesurant entre 3 et 4 mètres de diamètre pour une profondeur d'une cinquantaine de centimètres. Ces cuvettes étaient alignées selon un tracé grossier et sinueux. Le chercheur reconnut immédiatement les vestiges de fonds de cabanes, les empreintes laissées par des habitations semi-souterraines dotées autrefois d'une superstructure en bois et en écorce. Il documenta rigoureusement sa découverte, en dessina les plans et publia ses conclusions dans les bulletins de la Société préhistorique locale. Ce style architectural particulier, associant excavation du sol et charpente légère, était courant dans les plaines sablonneuses d'Europe centrale, au-delà du Rhin, mais demeurait totalement inédit et inexplicable dans le bassin parisien. Le groupe humain qui avait érigé ces structures avait traversé des barrières géographiques majeures pour venir chasser le gros gibier dans ces forêts, important avec lui ses propres modes de construction domestiques. Le scientifique qualifia cette découverte de majeure pour la compréhension des dynamiques de peuplement avant notre ère. Pourtant, 15 ans plus tard, un grand complexe de golf privé fut dessiné et aménagé sur ces terres domaniales. Dès 1928, les 14 dépressions archéologiques disparurent définitivement sous le gazon parfaitement tondu et nivelé du green. Si quelques structures similaires ont été identifiées depuis lors dans d'autres parcelles isolées du massif forestier, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une incursion unique, mais d'un modèle migratoire récurrent, le site originel est aujourd'hui piégé sous les parcours de loisirs. Aucun des joueurs qui foulent ce terrain n'a la moindre idée de la nature des vestiges qui dorment sous ses pieds. Ce silence de la terre se retrouve également dans le sud de la France, au cœur des dunes de sable fossilisées de la côte aquitaine, juste au nord de la frontière espagnole. C'est là que gît un site d'abattage de grands herbivores vieux de 2500 ans, où des sculptures d'ossements énigmatiques attendent toujours une explication rationnelle. À cette époque de l'âge du fer, deux communautés distinctes chasseurs de la péninsule ibérique et du bassin aquitain, qui n'avaient aucun antécédent de coopération documenté, convergèrent simultanément vers un immense troupeau d'aurochs piégés dans les sables. Ce qui rend ce gisement exceptionnel réside précisément dans cette mixité culturelle, car ces deux groupes possédaient des traditions matérielles radicalement différentes, et leurs artefacts ne se croisent jamais sur un même lieu de vie. Pourtant, ils ont traqué ensemble, tué ensemble, laissant derrière eux plus de 200 000 fragments osseux, mêlés à des centaines de pointes de projectiles en bronze et en fer, issus des deux traditions techniques. Une telle accumulation d'activités synégétiques suffirait à classer le site parmi les plus importants d'Europe. Mais lorsque les équipes d'archéologues français entamèrent les fouilles méthodiques de la zone, elles mirent au jour 8 assemblages d'os d'aurochs disposés verticalement selon des configurations géométriques délibérées. Il ne s'agissait pas de déchets de boucherie rejetés au hasard, mais d'une mise en scène exécutée avec une intention précise. L'un des arrangements présentait un métapode enfoncé verticalement dans le sol, entouré de 4 mandibules dressées sur leurs extrémités, les rangées de dents orientées vers l'extérieur. Un individu avait sélectionné ces pièces anatomiques spécifiques et les avait positionnées exactement selon une logique symbolique. Les analyses taphonomiques ont confirmé que ces structures étaient intentionnelles et dénuées de toute utilité pratique ou domestique.
Il n'existe aucune tradition orale survivante, aucune analogie ethnographique ni aucun site parallèle en Europe continentale permettant de décoder le sens de ces motifs. Les campagnes de fouilles se poursuivent chaque année, suggérant que d'autres structures sacrificielles ou rituelles dorment encore sous les dunes de sable fin. La signification profonde que ces bâtisseurs éphémères attribuaient à leurs œuvres s'est dissoute avec le départ des derniers chasseurs, laissant la science face à un mur de pierre muet. À l'extrémité sud-est de la France, là où les reliefs calcaires plongent vers les vallées escarpées de l'arrière-pays provençal, l'eau et le temps ont patiemment sculpté la roche calcaire sur des millions d'années. Le résultat est un défilé de falaises abruptes, de gorges sinueuses et de monolithes naturels façonnés par l'érosion éolienne et fluviale en des silhouettes presque surnaturelles. Pour les populations de la protohistoire, ce paysage tourmenté marquait une frontière poreuse entre le monde des vivants et celui des esprits. Et ils y ont inscrit leur passage. Les parois rocheuses du vallon abritent la plus forte concentration d'art rupestre de toute la région méditerranéenne française. Des milliers de gravures et de peintures schématiques se déploient sur plus de 50 panneaux distincts répartis le long de la falaise. Les incisions les plus anciennes remontent à environ 4500 ans avant notre ère, tandis que les tracés les plus récents datent d'après le XVIIe siècle de notre ère, une datation confirmée par la représentation de cavaliers en armes et d'armes à feu primitives. Cela confère au site une chronologie exceptionnelle couvrant 4 millénaires et demi d'activités artistiques, symboliques et spirituelles ininterrompues. Pourtant, la majeure partie de cette longue histoire demeure totalement silencieuse. Les chercheurs peuvent décrire avec précision ce que les images représentent. Des scènes de chasse, des guerriers portant des boucliers, des animaux stylisés, des entités anthropomorphes et des récits de combats tribaux. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, en revanche, c'est décoder ce langage symbolique complexe. Le sens profond de la plupart des fresques n'a pas survécu aux communautés qui les ont créées, et pour les gravures les plus archaïques, il n'existe plus aucun être vivant capable d'en livrer la clé. L'accès direct à ces parois ornées est aujourd'hui strictement réglementé afin de protéger le calcaire de la dégradation humaine. Il est possible de parcourir le vallon dans le cadre de visites scientifiques encadrées. Mais l'essence même de ce qui est gravé dans la roche échappe aux outils de l'archéologie moderne. Les images subsistent, mais leur signification s'en est allée avec ceux qui les ont tracées. À quelques dizaines de kilomètres de là, un autre site majeur illustre une réalité tout aussi brute. Un éperon rocheux où, pendant près de 6000 ans, les hommes sont venus accomplir le seul geste indispensable à leur survie collective. Le nom vernaculaire du site ne fait pas référence au gibier lui-même. Et c'est la première chose qu'il faut intégrer lorsqu'on étudie la falaise de l'abattage dans les contreforts du Massif central. Selon les récits transmis par la mémoire locale, un jeune chasseur voulut un jour observer la chute des grands bovidés depuis le bas de la falaise plutôt que de participer à la traque au sommet. Il se positionna donc au pied du précipice. Rabattu par les rabatteurs, le troupeau compact bascula dans le vide. La masse des animaux en chute libre l'ensevelit instantanément, et lorsque les membres du clan descendirent pour dépecer les bêtes, ils découvrirent son corps broyé sous le gisement. Le nom du lieu conserve le souvenir de cet homme qui s'était tenu trop près de la trajectoire. Ce site est resté en activité pendant près de 60 siècles, constituant l'un des plus longs registres de chasse continus documentés par les archéologues en Europe occidentale. Pour le public, une structure de chasse par précipitation se résume souvent à une simple falaise. Mais ce site est en réalité un système d'ingénierie territoriale complet. Des murets de guidage, formés par des alignements de pierres sèches, s'étirent sur plus de 10 km à travers le plateau, canalisant le bétail sauvage vers le point de rupture. Au pied de la paroi de 10 mètres de haut, des aires de boucherie et des structures de contention ont été aménagés et entretenus par chaque génération successive à travers ces 6 millénaires. Les dépôts d'ossements accumulés au bas du précipice atteignent 12 mètres d'épaisseur. Au centre d'interprétation moderne intégré au site, on peut observer ces sédiments en coupe transversale, couche après couche, remontant le temps.
La date exacte de la dernière utilisation de la falaise n'est consignée dans aucun registre. À un moment donné, au cours du XIXe siècle, les grands troupeaux sauvages disparurent définitivement du paysage et le site cessa simplement de fonctionner, mettant fin à 6000 ans d'histoire sans laisser de documents écrits pour en marquer le dénouement. La falaise de l'abattage représente la plus longue chronique de subsistance de la région. Mais un autre point du territoire recèle un mystère d'une nature totalement différente. Il ne s'agit pas de la durée d'exploitation d'un site, mais de la force d'attraction quasi magnétique qu'une même vallée a exercée sur des populations appartenant à des époques radicalement distinctes. Aux confins des plaines du Poitou et des reliefs limousins, un secteur d'à peine 7 km² n'a cessé de ramener les chasseurs dans la même dépression topographique pendant des centaines de générations. Le gisement des crânes de bovidés figure parmi les plus vastes complexes archéologiques de la protohistoire française. Il superpose des dizaines de milliers d'ossements, des enclos de capture intacts, des campements multiples issus de différentes cultures stratifiées les unes sur les autres, ainsi que des centaines de pointes de flèches en silex et de tessons de poterie représentant des groupes humains distincts à travers les siècles. La question soulevée par ce lieu n'est pas tant ce qui s'y est passé, mais pourquoi cette vallée précise a été élue. Le paysage environnant n'a pas subi de bouleversements géologiques majeurs et d'autres bassins fluviaux voisins présentent des configurations rigoureusement identiques. Pourtant, génération après génération, les hommes sont revenus sur ce morceau de terre spécifique. Des vagues humaines dotées d'outils, de langues et de traditions totalement hétérogènes ont toutes choisi ce même périmètre. La société archéologique locale y organise encore des chantiers de fouilles ouverts au public, permettant de sonder le sol sous la direction de professionnels. Cette vallée continue d'attirer les hommes. Le processus a commencé il y a 10 000 ans et ne s'est jamais véritablement interrompu. C'est pourtant sur une éminence dominant la vallée de la Vienne qu'en 1971, une équipe de chercheurs entreprit de fouiller le centre d'un immense tumulus de pierres sèches. Les archéologues creusèrent méthodiquement ce monument, extrayant des artefacts à chaque niveau sédimentaire. Plus ils progressaient vers le bas, plus le matériel mis au jour s'avérait archaïque. Lorsque les datations par le carbone 14 tombèrent pour les vestiges de la base, le verdict scientifique fixa leur origine à plus de 5200 ans. Ce monument de pierre avait fait l'objet d'une construction continue et d'un usage rituel ininterrompu depuis l'an 3200 avant notre ère. Cette chronologie confère à ce grand agencement de crête, désigné par les anciens de la région comme le Grand Cercle de Pierre, une antériorité de près de 7 siècles sur la construction de la Grande Pyramide de Gizeh. Les alignements mégalithiques célèbres de Karnak n'ont été assemblés qu'à l'époque correspondant aux couches supérieures de ce tumulus, alors que les premiers dépôts de ce site précèdent de loin les toutes premières phases de construction du Sarsen de Stonehenge. Les inventaires archéologiques nationaux considèrent cette zone comme le noyau dur des structures circulaires en Europe occidentale. Et parmi les dizaines d'alignements de pierres répertoriés par les services de l'État, ce complexe est le plus ancien. Sa structure physique se compose d'un cairn central de 9 mètres de diamètre, relié par 28 rayons de pierre sèche à un anneau extérieur mesurant 27 mètres d'envergure. Établi sur un sommet offrant une vue totalement dégagée sur l'horizon à 360 degrés, cet agencement architectural n'apparaît comme un motif cohérent et intentionnel que depuis le ciel ou à très courte distance. Les objets découverts à l'intérieur ont été déposés selon un processus d'accrétion continue. Semblable aux couches successives d'un oignon, le matériel le plus archaïque occupant le centre géométrique, tandis que les artefacts plus récents migraient vers l'anneau extérieur. Ce monument n'a pas été érigé en une seule fois. Il a été bâti, remanié, consolidé et augmenté de manière délibérée par des communautés revenant obstinément au même endroit pendant 52 siècles d'histoire. Un chercheur indépendant, ancien ingénieur en géodésie, a passé 30 ans à mesurer chaque alignement de ce complexe, affirmant que le site fonctionnait comme un calendrier astronomique de 26 hectares capable de suivre les solstices, les équinoxes et les alignements lunaires.
Bien que l'archéologie académique ait rejeté ces conclusions pour manque de rigueur statistique, ces campagnes de relevés ont contraint les pouvoirs publics à étendre la zone de protection historique de 16 à 65 hectares. Les débats techniques sur l'orientation des pierres constituent la face visible du mystère, mais la couche la plus ancienne repose sur un fait que personne ne conteste. Des dépôts de végétaux rituels et d'objets symboliques sont encore déposés sur le cairn aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un site archéologique mort, figé sous vitrine, mais d'un lieu patrimonial actif où s'exprime une mémoire collective rétive à l'oubli. Les populations locales perpétuent cette présence en raison d'un lien invisible, qui s'étire bien d'au-delà des premiers registres écrits de cette partie du continent. Les monographies régionales rapportent que les récits des anciens décrivaient déjà le monument comme étant en place bien avant l'arrivée de leur propre lignée dans la vallée, avant même ce que les chroniques nomment le temps des grands défrichements. Les communautés actuelles se considèrent elles-mêmes comme des nouveaux venus face à cette architecture de pierre. Les groupes humains se succèdent sur ce territoire depuis des siècles, utilisant le site sans discontinuer. Mais l'ouvrage était déjà ancien lorsqu'ils l'ont approché pour la première fois. Ceux qui connaissent le mieux ce sommet, ceux qui possèdent l'ancrage le plus profond avec cette terre, ne prétendent pas savoir qui a posé la première pierre du Caire central. Et ce monument posé sur la crête accumule les strates de sens depuis une époque où aucune civilisation méditerranéenne n'était encore constituée. Sans explication